Bonjour à toutes et à tous. Alors non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas Léo. Pourtant, nous sommes dans le studio 17. Mais ce n'est pas l'émission Hands Up, c'est au contraire plutôt une vidéo assez spéciale aujourd'hui de Vivement Doumanche, avec un invité de marque, puisque nous recevons aujourd'hui le directeur de la communication du Hellfest, Éric Perrin. Comment ça va, Éric ? Ça va, merci pour ces présentations et votre accueil, avec des boissons de qualité. Voilà, ouais, toujours. D'ailleurs, soit dit en passant, on essaie de choper une petite sponsor San Pellegrino. Si des gens nous regardent, on apprécierait. Si vous avez un contact. Exactement, si vous avez un contact, on apprécierait grandement. Alors que serait Vivement Doumanche sans mon compère Victor, évidemment. Comment vas-tu, Victor ? Ça va et toi ? Sosie numéro 1 d'Usul, très important. Trublion de gauche et retardataire patenté. Exactement, j'étais là avant toi aujourd'hui, j'aimerais bien que tu le soulignes quand même. Moi, j'espère que tes questions seront pertinentes aujourd'hui. Du mieux que je peux. Parce qu'il ne faut pas oublier que Vivement Doumanche est quand même l'émission dominicale préférée de beaucoup de gens, après la messe. Et après Walker Texas Ranger. Tout à fait. Bien sûr. On a déjà perdu tous les gens qui sont nés après 2000 là, mais. J'adorerais que les gens nous regardent devant du poulet rôti, tu vois. Je suis pas certain, je pense qu'on a la moitié sont véganes, mais si seulement vieux. Écoute, c'est le bon début. Donc voilà, le Hellfest, c'est dans 3 mois, comme vous le savez certainement. 3 mois jour pour jour même, jour où on enregistre. Et donc forcément, puisqu'on couvre le festival chaque année, on s'était dit que ça pourrait être une bonne idée de poser des questions à quelqu'un qui fait partie de l'organisation du Hellfest depuis maintenant un paquet d'années. Mais avant de venir, on va dire au festival, tout ce qu'on peut discuter, l'édition 2026 et l'édition précédente, on a aussi envie d'en savoir un peu plus sur toi. Donc est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi ? D'où viens-tu ? Qui es-tu ? Et comment tu as découvert le métal aussi ? Ça peut être assez intéressant pour les gens, pour savoir un peu quel est ton background. Oui, plein de questions, effectivement. Alors je viens de la Terre du Milieu, donc la région centre, plus précisément la ville d'Orléans, à côté même Saint-Jean-de-Bray, je pense que je connais très bien. En force, sur ce plateau. Donc ouais, je viens de là-bas et en fait j'ai connu le métal. Moi, je suis rentré un peu dedans, je pense comme tout le monde. Moi, j'ai 37 ans, donc du coup, je suis arrivé période de collège, lycée, où de toute la vague néo-métal, Deftones, The Limp Bizkit System. Plémo, Enhancer, ça pour les Français. Je suis tombé en plein dedans. C'est mon cousin qui m'a fait découvrir. Je crois d'ailleurs c'est Enhancer le premier CD que j'ai acheté. Donc je suis très content en plus d'avoir programmé cette année. Tu vois, c'est un peu la petite fierté. Et donc je suis tombé un peu là-dedans. Et puis après parcours un peu classique. Tu vas à des concerts, tu rencontres des potes avec qui tu vas en concert. Ils montent des groupes, tu les suis, etc. Et puis après tu vas en festival avec eux. Et puis voilà quoi. Donc justement, mon lien avec le Hellfest, je suis arrivé un peu. Moi, je l'avais fait en festivalier en 2011, donc c'était encore sur l'ancien site du Champ Louet, donc là où il y a le lycée actuellement, que vous voyez là avec les éoliennes notamment sur le site du festival. Et en fait, j'ai pris une baffe quand je suis allé là-bas. Je me suis dit, c'est mortel, toute la musique que j'aime et voilà une ambiance, les gens cool, tout ça, et donc. Et moi j'étais en pleine période justement en fin de mes études et je me suis dit tiens je voudrais travailler dans la culture, dans le milieu de la musique et donc du coup c'est tombé un peu bien et je me suis dit tiens il y a peut-être une place à se faire là-dedans et après je suis arrivé l'année d'après en 2012 en tant que stagiaire et puis voilà c'est un peu le début de mon histoire avec le festival quoi on va dire. Et t'as gravi tous les échelons après. Ouais j'ai tout fait, je crois festivalier, ensuite je suis revenu bénévole de 2013 à 2019. Et puis je suis arrivé en tant que salarié à temps plein en janvier 2020. Voilà, une très bonne année pour commencer la communication dans un festival de musique. Et donc voilà, je commençais par annuler le festival. Je me suis dit que c'était une bonne idée. Par balancer l'annulation, c'était super. Voilà, donc maintenant ça fait 6 ans que je suis au Hellfest. Voilà. Ok. Comme toute personne qui bosse dans un festival, je suppose que tu as une façon de travailler qui est un peu cyclique. À chaque moment de l'année, tu fais quelque chose d'un peu précis. Tu peux nous décrire un peu une année type, entre guillemets, même si peut-être que ça n'existe pas fondamentalement au niveau du Hellfest ? Ouais, alors on a un peu le même son de cloche chaque année, on fait comme l'année dernière, mais en fait tout change. Donc voilà, c'est un peu la spécialité de la maison. Mais non, effectivement, nous, l'avantage, et moi ce qui me plaisait aussi de ce que j'ai travaillé du coup 4 ans avant d'être au Hellfest, j'avais travaillé dans une boîte d'événementiel, puis après j'ai travaillé 4 ans à l'Astrolabe, donc la scène de musique actuelle de la ville d'Orléans. Je salue l'équipe, on salue Orléans de manière générale. Voilà, la meilleure ville de la région centre. Exactement, devant toi. Bien sûr, Suisse au Tourangeau.
Et c'était la petite blague de Ouais, non, mais On est obligé, il y a un côté communautariste ici. Ah oui, complètement. Là. Quand on est entre Orléanais, Si on n'a pas grand-chose en région centre, donc on a la haine commune de Tours, c'est le seul truc qui nous allie. Qui vous tient, C'est comme ça. Bien sûr. On a une plus belle cathédrale déjà, voilà. Et non, du coup, donc ouais, j'avais bossé moi en SMAC et c'est un autre rythme parce que donc une salle de concert, t'as vraiment une programmation par trimestre, donc en termes de communication, bah tu dois un peu fonctionner par ce système de trimestre, donc tu travailles d'abord une date, puis après une autre, etc. Donc t'as un peu cet enchaînement où voilà, c'est un système vraiment différent d'un festival où t'as une année complète, on va dire, pour travailler sur un événement. Et moi, c'est ce qui me plaisait un peu plus, c'était vraiment d'avoir ce côté aboutissement au bout d'une année. Et après, sur le Hellfest, nous, effectivement, on a un système encore différent de d'autres festivals. Nous, on a la chance de pouvoir être complet très rapidement, sans trop devoir faire une énorme campagne de communication. Donc d'un côté c'est plus facile, mais d'un autre ça amène d'autres choses. Et donc nous, bah, on est alors je peux commencer, on va dire, par le mois de juillet. Donc c'est là où on clôture le festival de l'année en question, et on prépare déjà l'annonce et la vente des billets pour l'édition d'après. Okay. Donc voilà, donc là tout se fait dans la foulée du festival. Voilà, après ça reprend en septembre où on va dire on peaufine la créa graphique qu'on avait déjà faite, parce que nous on travaille toujours sur une DA à N-1. C'est-à-dire que là tu vois, on est déjà en train de réfléchir à l'édition 2027. Okay. Et l'idée c'est que tout soit prêt quasiment à la rentrée pour que voilà, on déroule un peu tout le plan de communication. Donc mise à jour du site internet, des réseaux, commencer à faire monter un peu le teasing auprès de tout le monde sur le line-up. Voilà, après on a forcément le gros morceau qui est l'annonce du line-up qui tourne à peu près en novembre. Donc là c'est la phase voilà où la fameuse conception de l'affiche avec les tailles de logo. Mais pourquoi moi je suis plus petit et lui plus gros, les combats entre les descriptions, les machins, tout, ouais. Exactement tout ça. Et puis après on rentre un peu plus dans le vif du sujet de l'organisation, où là voilà on peaufine ce qu'on veut faire sur la stratégie d'image du festival toute l'année. Donc tu vois, quand il y a des activations comme la warm-up, des choses qu'on organise un peu dans l'année, voilà, c'est le moment où on prépare tout ça. Et puis après le pôle communication, il est pas mal lié aussi au pôle merchandising, parce que maintenant on a vraiment un pôle qui fonctionne à l'année sur le shop. Donc voilà, on a des comment dire, des équipes qui travaillent ensemble là-dessus, à travers des shootings, des campagnes de pub sur le merch. Et puis voilà, on essaie aussi de développer de nouvelles choses d'année en année, des événements, tu vois, des collabs, des partenariats, etc. Et puis après arrive, on va dire, le festival en lui-même. Et puis là, il y a un gros travail de réflexion, de se dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant sur le festival pendant l'exploitation, sur les réseaux. Est-ce que c'est... Nous, c'est un peu notre cheval de bataille, c'est de montrer un peu ce qui se passe sur le festival aux gens qui n'ont pas pu y aller, parce qu'il y en a beaucoup, et un peu d'entretenir cette envie de s'intéresser au festival, de le vivre, d'essayer de le faire vivre au maximum de l'intérieur, grâce à la fois au partenariat qu'on avait écarté, donc les diffusions de concerts, et puis la partie qu'on a développée là depuis 4 ans, la Hellfest TV, voilà, qui est un peu un studio, voilà, où on accueille des artistes, des animateurs, voilà, on organise des animations un peu pour les gens, voilà, qui sont restés chez eux et qui aient quand même quelque chose à se mettre sous la dent pendant le festival. Puis après, on travaille aussi, c'est de gérer toutes les équipes avec la presse, voilà, les accrédités comme vous par exemple, et puis voilà, faire aussi les interviews pour le festival. Donc voilà, maintenant moi j'ai un rôle un peu plus, mon poste il a pas mal évolué depuis que je suis arrivé, et je suis vraiment plus maintenant en direction de pôle, à gérer des équipes, plutôt que d'être derrière l'ordinateur à faire les posts Facebook. Je le fais plus depuis 2 ans là, voilà. Je salue Alphonse qui a récupéré ça, voilà, chez nous, et donc voilà, je suis plus en manager d'équipe, on va dire, entre guillemets, là-dessus, c'est ça. Communication. Ok. Voilà. Mais effectivement, il y a un aspect cyclique, parce que chaque année on reproduit un peu le même schéma. Alors après, ça évolue en fonction de si on fait des animations ou pas en plus dans l'année là-dessus. Ouais. Les équipes ont dû vachement grossir, j'imagine, par rapport à quelques éditions. Parce que moi, j'avais vraiment l'impression que la com avait beaucoup bougé ces dernières années. J'ai souvenir qu'il y avait eu, déjà sur la communication, on va dire, un peu institutionnelle du Hellfest. On sait quand il y a eu des polémiques, etc., il y avait des choses qui étaient parties très vite sur les réseaux. Maintenant, on sent que c'est beaucoup plus cadré, on sent qu'il y a plus de travail, mais aussi et surtout, comme tu le mentionnes, le partenariat avec Arte, le fait que les réseaux sociaux sont quand même un peu inondés, mais pas beaucoup comme d'autres festivals qui le font qu'a posteriori. Vous, il y a beaucoup de com pendant toute l'année, etc., pour maintenir un intérêt, etc. Enfin, on sent que j'imagine que vous êtes assez nombreux maintenant à gérer tous ces aspects-là.
Alors oui et non, on est ouais, effectivement ça a pas mal évolué, mais comme tout le festival en lui-même, parce que au départ c'était une bande de potes, à peine une dizaine. Moi je me souviens quand j'étais en stage en 2012, il y avait à peine 10 salariés je crois dans l'asso. Maintenant là à l'heure actuelle on est pas loin d'une trentaine et on va encore grossir là d'ici la fin de l'année. Donc ouais, c'est en train de se structurer maintenant comme une comme n'importe quelle société, je dirais, tu vois, qui grossit, qui prend de l'ampleur, qui se structure, tu vois, avec un fonctionnement par pôle là-dessus. Et oui, effectivement, on fait plus les mêmes choses comme avant parce que le festival a évolué, la société évolue, le public évolue aussi. Donc il faut aussi qu'on suive tout ça, toutes ces évolutions, qu'on reste à la page, parce que l'idée c'est de pas avoir un décalage non plus entre ce qui se passe sur le terrain et puis ce qu'on veut montrer aussi de l'extérieur du. Ouais, j'ai vu que vous étiez notamment méga actif sur TikTok et je me suis dit c'est quand même pas le public du Hellfest quand même. TikTok, ouais, ben j'étais. Ouais, alors j'ai regardé pas longtemps en plus. T'es pas obligé, Rico. Non. Ben ouais, c'est un peu je pense que la communication de toute façon c'est un métier qui est tout le temps en changement, qui suit les évolutions technologiques. C'est beaucoup lié justement à l'évolution technologique des moyens de l'information. Donc il faut un peu être tout le temps à la page. Et moi j'étais un des premiers à dire non mais TikTok aucun intérêt et tout. Et puis en fait j'ai un peu évolué, je me suis renseigné, puis j'ai vu aussi que le traitement aussi du réseau avait un peu changé. Il y a un peu ce côté plus brut, plus avec moins d'artifice, tu vois, comme on peut retrouver sur Instagram où voilà tout est lissé, etc. TikTok c'est un peu l'antithèse et c'est plus du contenu brut. Donc c'est après à nous d'imaginer des choses qui peuvent marcher sur ce réseau mais qui ne dénaturent pas, tu vois. On va pas rentrer dans le délire des trends, nous on est pas du tout là-dedans. On n'a pas besoin de ça en plus pour, on va dire, avoir de l'audience et attirer attirer du monde sur nos pages. Donc on a notre propre contenu qu'on défend mais effectivement il faut s'adapter à ces réseaux parce que c'est aussi là que se trouve le public de demain, parce qu'on est c'est aussi un de nos chevals de bataille entre guillemets, c'est de suivre aussi on a une moyenne d'âge de 38 ans, tu vois, au Hellfest. Et l'idée, c'est, il faut aussi commencer à préparer la nouvelle génération, à leur montrer ce qu'est le festival. Alors, on sait très bien que un jeune de 18 ans aura pas forcément les moyens de venir chez nous tout de suite, mais de planter une graine, de dire peut-être que à 24-25 ans, quand tu as ton premier boulot, un de tes objectifs sera peut-être de venir au Hellfest parce que t'aimes cette musique et t'as envie de vivre un truc de fou avec tes potes. Donc l'idée c'est plus de faire naître un peu l'idée de l'envie de venir chez nous, quoi. Okay. Depuis 2022 et la double édition et la première venue de Metallica, je pense qu'on a un peu tous fait le même constat, que le Hellfest était devenu la plus grosse chose qui pouvait être en restant ce qu'il était de base. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez un peu éclaté tous les challenges qui étaient possibles pour vous d'atteindre. Est-ce que ça a changé votre façon de fonctionner? Est-ce que vous étiez dans un autre état d'esprit alors que vous avez un peu atteint, tu vois, genre un maximum de croissance possible, que ce soit en termes de public, en termes de réalisation artistique ou quoi que ce soit? Ouais, 2022 c'est une année spéciale parce qu'il y avait effectivement le retour déjà post-Covid, parce que on a quand même eu 2 ans d'arrêt, enfin 2 éditions d'arrêt, donc c'était assez violent quand même à gérer entre les histoires de budget, les assurances, l'incertitude aussi. Enfin on a l'impression que c'était hier, mais c'était une période quand même pas mal d'incertitude. On savait pas ce qui allait se passer dans 2-3 semaines. À chaque fois, c'était un peu le stress, quoi. C'était 2 super années pour commencer pour toi, vraiment. Super années, super. Et on s'est quand même occupé, avec des festivals, des créations numériques et tout, pour maintenir justement ce lien. Pour nous, c'était vraiment important de garder le lien avec le public. Mais oui, effectivement, 2022, ça a été un peu l'année. Déjà, il fallait marquer le coup parce qu'on voulait revenir. On était plus dans une philosophie de on revient plus fort, quoi. C'était un peu ça a toujours été aussi la philosophie, je pense, du festival. Dès qu'il y a eu un coup dur, un coup de mou, c'était de repartir ce qui tue pas en plus fort, comme on dit, on va dire. Et donc il y avait déjà ce côté gigantissime, de 2 éditions. Forcément ça a fait parler. Et en fait je pense que c'est à partir de ce moment-là on est rentré dans une nouvelle catégorie aussi. Alors effectivement on a pété tous les scores et on atteint t'atteins le podium et tout, et puis c'est là où tu vois aussi les revers de la médaille qu'on avait peut-être pas anticipé. Donc tu vois, c'est pour ça les polémiques, etc., notamment peut-être être un peu plus exposé. C'est ça, et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas je pense anticipé, même nous, et que peut-être même tu te rends pas compte tant que tu y es pas confronté.
Et donc ouais, il y avait un peu ce côté, ouais, on a pété tous les scores, mais après, on a senti qu'on était dans une nouvelle division. Et donc c'est là après où effectivement, c'est pour ça là, tu vois, sur 2026, on sent aussi qu'on est peut-être à la fin d'un cycle, voilà, peut-être on a atteint, tu vois, une phase finale, et puis maintenant il faut qu'on arrive à réfléchir à un nouveau chapitre, une nouvelle direction, je ne sais pas, voilà. Mais en tout cas, on sent voilà, ouais, qu'effectivement, dès l'édition 2022, il y a eu ça a créé un nouveau chapitre, tu vois, dans l'histoire du festival qu'on a voulu poursuivre du coup sur les années qui ont suivi. Et voilà, c'est marrant parce que c'est un festival qui peut s'analyser par phase, tu vois, entre le début en 2006 jusqu'à par exemple, tu vois, 2010, tu vois, qui était un peu la stabilité. Après 2010 jusqu'à 2014, le fait de gagner en popularité, etc. Les premiers sold out, etc. Et puis 2014-2019, bah là le fait d'être sold out sans annoncer un seul groupe, c'était un truc de fou, quoi, et tout. Et puis là, bah maintenant, c'est le côté, c'est une grosse machine. Et ouais, on est quand même fiers de ce que ça a pu créer, voilà, en termes d'impact économique, tu vois, de fonctionnement. Tu vois, on fait vivre énormément de gens aussi grâce à l'organisation du festival. Donc ouais, on est plutôt content tout le chemin accompli, quoi. Ouais. Et en parallèle de cette double édition, je pense qu'elle avait été assez mémorable pour tout le monde. On a vu quand même depuis quelques années une certaine ouverture de la programmation du Hellfest vers des groupes de rock, voire de rock indé parfois. Alors c'était parfois déjà le cas, c'était rarement des grosses têtes d'affiche, mais on avait déjà vu des groupes qui étaient parfois en début de journée sur les main stage qui étaient du rock, personne ne le discutait. Sous la Warzone, sous la Vallée aussi, qui ont toujours été des scènes un peu plus ouvertes. Complètement, mais on a quand même eu cette impression qu'il y a un peu un Rubicon qui a été franchi quand il y a eu Muse, Chaka Ponk, Foo Fighters, etc. Et on sait qu'en même temps, il y a eu un peu un discours, alors souvent d'ailleurs de gens qui ne venaient déjà plus au Hellfest depuis 2016 ou 2017, mais de dire en gros, c'est devenu Disneyland du fait évidemment des décorations, etc., mais aussi un peu, en gros, l'espèce de critique de la figure du touriste, sous-entendu, des gens qui aiment le métal, il n'y en a plus, il n'y a plus de métalleux au Hellfest, et maintenant c'est devenu un truc de casus qui viennent prendre leur dose de frousse et de grosse musique sans trop aimer. Est-ce que c'est un truc qui a été un peu dur à gérer sur le coup, ou même qui a été un peu... qui vous a un peu touché, sous-entendu, vous êtes tous des passionnés de métal. Quand vous avez commencé en 2006, personne ne se posait la question et de dire on a fait grossir, et aujourd'hui on nous voit quasiment comme une espèce de machine à pognon décorrélée complètement de la scène. C'est un truc qui vous pèse quand même malgré tout, ce discours ? Non, plus maintenant, parce que tu vois, le côté Disneyland, il est pleinement assumé maintenant, tu vois, il y a même plus de sujet, et puis je dirais même qu'on en joue presque, parce que c'est aussi ce que le public veut maintenant, tu vois. C'est vrai que quand Ben a eu cette idée à partir de 2012, tu vois, avec le changement de site, de commencer à investir vraiment dans la partie décoration et accueil public. Je me souviens à l'époque, c'était un des premiers, même dans la profession, tu vois, à prendre ce pari. Et puis tout le monde disait mais pourquoi tu fais ça, c'est complètement con, faut mieux dépenser cet argent dans les têtes d'affiches, la programmation, etc. Alors ça n'empêchait pas qu'on avait quand même des affiches de qualité, mais maintenant on voit en fait qu'on est parti dans la bonne direction, parce que maintenant je dirais que l'affiche, certes, elle reste toujours importante, on prend du temps pour la faire et on met les moyens, mais c'est plus ce qui fait la particularité d'un festival. Maintenant, les gens veulent vivre une expérience, en fait, quand ils viennent dans un festival, parce qu'il y a tellement de concerts, tu vois, en arena, en stade, en grande salle, en SMAC, etc., que t'as une offre de concerts qui est tellement abondante, donc tu viens en festival maintenant, pas juste pour regarder les concerts, mais pour vivre quelque chose. Donc non, oui, et après, effectivement, les critiques sur les touristes, c'est un peu, effectivement, comme je disais, le rançon de la gloire, c'est effectivement, forcément, tu gagnes en médiatisation, en visibilité, t'as forcément un public qui est moins à l'origine de cette musique qui va s'y intéresser, parce qu'ils veulent vivre aussi l'expérience comme tout le monde. Mais nous, on est OK avec ça, parce qu'on a aussi le constat, c'est que c'est un public, certes, qui va venir pour la première année, qui n'y connaît rien, et puis la deuxième année, le mec qui va revenir, mais en fait, ouais, parce que j'ai tellement pris une baffe, puis en fait, durant l'année, j'ai réécouté des trucs de métal, en fait, j'aime bien Nightwish, et puis en fait, après, j'aime bien, j'en sais rien, Alter Bridge, et puis en fait, après, ouais, j'aime bien Cannibal Corpse, et puis tu vois, tu digues un peu le truc. Et c'est juste que je pense maintenant, le chemin pour écouter et découvrir le métal, il a changé, comme, tu vois, dans nos générations, tu vois, on se filait les trucs entre potes, t'avais MTV, t'avais quand même un peu de suivi en termes de médias. Maintenant, pour découvrir cette musique-là, c'est hyper compliqué. Et comme maintenant le festival est très médiatisé, en fait, on est devenu la porte d'entrée, je pense, pour pas mal de gens, de découvrir en fait je pense cette musique. Je pense que c'est une des forces du Hellfest. C'est-à-dire, on peut critiquer l'évolution globale du festival, on peut ne pas être d'accord, et si on n'est pas d'accord, on entend, tu vois, il y a pas de problème. Même nous, tu vois, on est plusieurs dans l'équipe, pas certain que
on le ferait en tant que festivalier Ouais. parce que ça nous parle pas ou autre en fonction des sensibilités de chacun. Mais Après, t'as une belle offre de festival, mais je pense aussi que, en France, j'entends, si vraiment tu veux que du métal, tu vas au Motoc, très belle affiche depuis quelques années, ça se stabilise niveau orga, t'as des trucs comme ça qui sont fous. Mais je pense quand même qu'on peut avoir l'espoir, et on en parlait dans notre vidéo de report, de dire que en maintenant quand même des scènes annexes qui restent pointues dans leur programme, ça va peut-être intéresser des gens qui d'habitude ne sortaient pas des main stage et vont se dire je vais aller faire un tour à la vallée, là tu prends Hermano dans la gueule et tu vas dire en fait j'ai peut-être écouté un peu ce genre de truc, quoi. Ouais, nous on a plein de témoignages, alors, surtout plutôt des, tu vois, je prends l'exemple par exemple de mécènes, tu vois, qui sont donc des gens qui ont plutôt des entreprises, voilà, qui font du mécénat sur le festival pour avoir voilà, soit des places, soit tu vois, t'as une réduction d'impôt en plus quand tu fais des mécénats. Donc t'as des fois des gens qui sont pas du tout du milieu de la musique et tout, qui viennent parce que c'est l'événement local. Eux, ça leur permet de faire du business, d'inviter des clients et tout. Et puis on a de plus en plus chaque année qui font ah ouais, puis je suis allé voir un truc sur la Temple là, à 15h. Tu vois, les mecs qui me racontent ils sont allés voir Grima, quoi. J'étais putain, trop bien, quoi. Ouais, j'espère qu'ils se sont mouillés la nuque avant, parce que si ouais, mais Veolia, il va en voir fait Grima. tu peux avoir des petits trucs comme ça et c'est cool. Et puis tu les recroises dans l'année à un concert, tu fais qu'est-ce que tu fais là? Bah ouais, je les ai vus, le Fest est mortel, je suis venu voir. Trop cool. Donc oui, c'est des témoignages par-ci par-là, donc ça représente pas non plus tout le monde, mais ça montre aussi quand même que effectivement quand t'offres au public des groupes à écouter, voilà, de qualité et tout, ils peuvent aussi s'en saisir et pas juste tout le monde voilà, s'arrête pas en main stage. Va voir Muse et ouais, je comprends. C'est ça. Quand vous avez commencé aussi à aller choper les Foo Fighters ou des groupes un peu périphériques de ce que vous faisiez habituellement, c'est aussi un moment où les festivals qui étaient historiquement rock, comme les The Rock, les Vieilles Charrues, Rock en scène, c'était un peu dessaisi de ce genre de groupe et aller vers de l'urbain, vers de la pop. Et encore une fois, ok. Est-ce qu'il y avait aussi cette volonté d'occuper ce terrain qui était peut-être un peu délaissé par d'autres, par les acteurs originels de ce truc-là? Alors, pas occuper le terrain, parce que c'est plus, nous, tu vois, ces groupes-là, c'est plus des opportunités. Parce que, alors, moi, j'ai jamais compris la polémique sur Fighters, parce que t'as quand même Dave Grohl dedans, qui a joué à peu près avec toute la scène. Voilà, il a fait un groupe avec Lemmy, il a fait Nirvana. Enfin, tu vois, le mec, il est quand même. Aux États-Unis, il n'y a même pas la question, en fait. C'est du métal, c'est du rock, il n'y a même pas la question. Et donc, voilà, bon. Starfighter, Muse, je peux comprendre, c'est un peu plus délicat, mais ouais, nous on s'est mis, en fait, on préfère aller plus sur des groupes comme ça plutôt que refaire une énième tête d'affiche qui a été faite 4-5 fois déjà. Puis aussi on est face à une réalité, hein, tu vois, il y a des groupes qui on est plus à la fin des légendes du rock et du métal plutôt qu'à leur début. Donc là tu vois, Twisted Sister, on n'a pas pu les faire cette année, mais finalement tu vois, ça tombe à l'eau. Ouais, Snyder, ouais. C'est ça, ça va pas aller de mieux en mieux, je pense, sur tout ça. Donc c'est aussi à nous maintenant on a un peu, je pense, cette mission, les festivals d'être prescripteur et de dire ok, ça c'est un groupe de tête d'affiche. Tu vois, c'est un peu l'idée, c'est un peu de montrer ça. Et puis ouais, Muse, encore une fois, moi je les avais vus dans un festival en Californie. À l'Aftershock, tu vois, ils avaient remplacé Foo Fighters, je crois, à l'époque. Et donc ouais, la question se pose pas, en fait, en fonction de la culture et de la sensibilité du pays, tu vois. Muse, ça passe dans un festival US, y a pas de problème. Mais oui, après, je comprends que c'est un peu fait bizarre à certains l'an dernier, mais moi justement, j'étais hyper étonné. J'attendais qu'un truc, c'était la setlist, et je trouve qu'ils sont trop bien joué le jeu. Ils ont fait les premiers morceaux, tu vois, de Absolution, de Origin of Symmetry et tout. Et ils ont fait des trucs plus modernes. La veille ou la semaine avant qu'ils viennent au Hellfest, ils ont sorti un morceau bien à la guitare 7 cordes, tu vois. Ils ont fait, bon, après le son était pas terrible, ça on l'entend, c'était pas trop de notre faute malheureusement, mais ouais, nous en fait on va préférer prendre parti de dire ok, bon, on va plutôt essayer quelque chose qu'on n'a jamais fait, qui pour nous rentre un peu dans cette nébuleuse des musiques extrêmes, alternatives, etc., plutôt que refaire une réédite. Ouais. Enfin voilà, on aime bien avoir Iron Maiden qui reviennent cette année, mais oui, si on voudrait, on pourrait les faire tous les 2 ans, mais voilà, c'est pas l'objectif non plus de faire ça, quoi. On voit quand même que les main stage, en tout cas le public des main stage a pas mal évolué ces dernières années. Nous, le constat qu'on faisait, c'est qu'on a un peu l'impression qu'il y avait de plus en plus une fracture, en quelque sorte, entre le public des main stage, qui reste quasiment 4 jours vissé devant les deux, et qui va pas tellement voir les autres tentes, ou en tout cas de manière assez ponctuelle. Sauf le mécène qui allait voir Grima. Sauf c'est le seul mec. Big up à toi.
Est-ce que vous sentez aussi, vous, cette espèce de partage, ou en tout cas le fait de dire qu'il y aurait un peu de plus en plus, on va dire, deux publics, c'est-à-dire ceux qui aiment le métal peut-être un peu plus extrême et qui continuent à venir parce qu'ils savent qu'il y a des pointures, il y a des exclus. Quand t'as des Acid Bass qui viennent, par exemple, tu te doutes qu'ils vont pas faire 50 dates. Donc tu viens quand même voir ces exclus et tu vois qu'il y a plus de casus qui restent devant les main stage tout le temps. Ce qui peut d'ailleurs parfois aussi avoir un sujet de gestion de foule. Ouais, On se rendait compte que des fois dans les main stage t'avais des grosses têtes d'affiche, c'était blindé, après t'étais devant la tente, tu sais c'est les mêmes que tu vois où ils regardent autour, il y a personne. Dans Pulp Fiction c'était un peu ça, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe quoi. C'est un peu Vous le ressentez, c'est un peu qu'il y a ouais, une c'est fracture effectivement qui se crée. oui, alors fracture c'est peut-être un peu lourd comme mot, mais il y a effectivement peut-être un public qui est plus dans la facilité de se dire bon je reste en main stage, déjà j'ai plus de place, je suis en plein air, voilà. Et puis c'est une programmation qui est plus ouverte. Tu vois, sur les main stage, on est vraiment sur les musiques, on va dire plutôt grand public entre guillemets. Tu vois, soit du metalcore, soit du rock, soit du métal alternatif. C'est quand même assez entre guillemets généraliste pour notre cœur de cible. Et effectivement, après, on a plus tendance nous à avoir regardé ces scènes alternatives, tu vois, comme la Warzone, la Valley, l'Alter Temple, où là faut avoir un peu creusé quand même le sujet, s'intéresser un peu plus à la scène, mais je vois, tu vois, la doublette Warzone Valley, elle désemplit pas, quoi, tu vois, ça c'est un duo qui fonctionne bien. Et puis l'Alter Temple, effectivement, c'est peut-être un peu plus compliqué sur certains groupes parce que justement on est vraiment on garde aussi ce côté extrême, tu vois, sur des groupes vraiment qu'on va chercher. Enfin, Christy, elle fouille des fois dans des trucs, des labels hyper sombres et tout, et c'est des paris aussi qu'on fait. On se dit bah tiens, nous aussi on veut les propulser, on veut les mettre sur cette scène parce que mine de rien pour les groupes de Joe Hellfest, ça reste une superbe carte de visite et un tremplin pour leur carrière. Donc ouais, on peut le voir effectivement que dans certains moments c'est un peu plus compliqué de oui effectivement quand t'as Metallica qui joue et qu'en face je sais plus c'était il y avait Orange Goblin en 2022. Ouais, Orange Goblin, tu vois. C'était trop bien parce qu'il y avait 50 personnes. Super. Mais 50 ou personnes. Ou t'as Carcass aussi, voilà, qui jouait en face de Metallica. Bah oui, effectivement, t'as beaucoup plus de personnes qui vont peut-être aller voir Metallica que Carcass. Mais les fans de Carcass sont très contents de voir Carcass dans des conditions quasi idéales. Exactement. Ça, c'est sûr, ouais. Aux US et même en Norvège, au Beyond the Gate, t'as des festivals qui font des passes un peu à option, plus pas comme on le fait et comme on le conçoit nous, c'est-à-dire que tu payes ton pass et tu vas voir autant de concerts ou ça revient au même. Est-ce que, considérant que vous avez un public un peu morcelé, c'est des choses que vous auriez pu considérer, par exemple des passes réservées, je sais pas, genre hors main stage ou juste sur les main stage pour, par exemple, alléger des coûts, ce genre de choses? Bah nous c'est compliqué parce qu'on a un site unifié quoi, tu vois, donc on peut pas s'amuser à faire ça va plus être un enfer à gérer de mettre des portiques si tu veux aller à la Warzone, non c'est un autre Il pass. faut badger et tout. Non, bien sûr, on s'en sortirait pas, et puis nous on est dans une expérience globale, voilà, effectivement t'achètes un menu quoi. Donc après bah oui c'est comme un buffet à volonté, si t'as un gros appétit tu peux tout faire, tu vois, comme les gros buffets, voilà, tu fais tout en une journée, soit tu sélectionnes un peu plus en fonction de tes goûts et tes couleurs là-dessus, mais non on veut pas ça serait pas ça serait pas Hellfest sinon, tu vois, l'idée c'est vraiment de garder ce côté c'est la variété, on a toujours dit on était un festival de musique extrême, donc pour nous ça va de la main stage à la altar quoi. À la altar à 10h30, ouais. Exactement. Ouais, puis il y a un peu le côté festival DLC qui est un peu insupportable, genre moi j'aime pas. Ouais, non, moi c'est pas mon truc du tout, mais sur le bruit à l'assaut par exemple, où je savais pas que du coup c'est au Beyond the Gate du coup qu'ils font ça. T'as un pass à plusieurs En fait, t'as les main stage et t'as tout le temps des after parties avec Perturbator, d'accord. Un peu comme ça, et ça tu peux le payer en supplément. OK. Ce qui fait que c'est un peu à la carte, mais d'un autre côté, si tu veux tout, c'est pas le même prix. Alors, c'est une logique quand tu veux faire du cherry picking et prendre que ce qui t'intéresse, mais d'un autre côté, t'as pas full expérience, qui, moi, pour le Hellfest, me semble un peu justement importante en disant, puisqu'il y a des casus qui viennent ou des gens qui sont moins connaisseurs, le seul intérêt, c'est aussi qu'ils puissent aussi découvrir des trucs un peu plus extrêmes. Donc, si tu leur fermes la porte, tout à fait. Bon, ça va juste faire deux festivals dans un, quoi. On veut pas être, tu vois, il y a un peu le Printemps de Bourges qui fait ça, tu vois, c'est un festival, mais c'est plusieurs passes pour accéder. Mais eux, ça marche parce que t'es dans une ville, donc t'as plusieurs lieux, etc. Nous, c'est un plein air avec tout au même endroit, donc tu peux pas avoir ce système de jauge, etc. Quoi. En tout cas, le Hellfest, il est pas avare d'initiatives. On a pu parler, quand vous disiez la tournée du warm-up, le yoga du Hellfest.
Le yoga metal. Tu nous vois faire du yoga metal, Je sérieusement? pourrais le refaire cette année. Non, mais Ok. moi, j'ai pas touché mes pieds depuis 91. C'est pas comme ça que ça va Et il fonctionner. y a même tu vois. deux types de yoga. Il y a un yoga un peu plus énergique et il y a un yoga un peu plus posé avec du doom, du sludge et tout. Nous, on va faire le yoga posé. Ouais. Vas-y, on le fait, je suis chaud. Ça s'appelle une sieste, Victor. C'est pas complètement. Je peux faire le yoga sous acide basse ou d'autres trônes, hein, ça marche aussi. Hein. En tout cas, ouais, il y a eu pas mal d'initiatives. On parlait du Hellfest Kids aussi, qui a eu lieu pendant 2 ans, 2024 à 2026. Est-ce qu'il y a vraiment aussi les tipis de luxe qu'on peut louer, etc. Est-ce qu'il y a des barrières que vous mettez, où vous dites en fait, maintenant qu'on a pris ce virage de dire qu'on peut faire un festival qui a aussi cet aspect, aussi vu l'âge des gens qui viennent et leur pouvoir d'achat, de dire en fait, on va faire un truc full confort, et même si vous nous chiez un peu dessus parce qu'on fait des initiatives que vous trouvez un peu ridicules, on s'en fout, on fait un truc où il y a le confort et l'expérience festivalier qui passe avant tout. Où il y a quand même des moments où vous dites ouais, là on a peut-être un peu déconné, on est allé un peu loin. Je sais par exemple que le warm-up pour le Hellfest Kids, c'est pas renouvelé. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que c'est parce que vous vous dites au final ça sortait un peu du cadre, ça correspond pas à l'expérience qu'on veut, ou au contraire c'est juste occasionnel et vous dites on se met pas de barrière à la créativité? Ouais, on a la chance d'être dans des métiers où c'est toujours en mouvement, voilà, l'événementiel, entertainment, la culture. On est toujours dans un milieu où il faut se renouveler, imaginer de nouvelles choses, tu vois, parce que c'est aussi une demande du public qui veut ça. Et donc on se met pas vraiment de limites, de limites raisonnables, je dirais. Mais ouais, par exemple, tu vois, l'offre de Tipeee, c'est intéressant parce que c'est vraiment une demande du public. Nous, chaque année, on est obligé d'augmenter la taille du Easy Camp parce qu'il y a vraiment une demande. Tu vois, chaque année, le Easy Camp, c'est sold out en maintenant quelques minutes voire heures, et en fait ouais, c'est vraiment une demande du public. C'est voilà, les gens veulent, comme je disais, tu vois, t'as 38 ans de moyenne d'âge, t'as peut-être plus forcément l'énergie de faire 4 jours oui. à même le sol. Oui, c'est ça, de dormir contre un pack de crocs et tout. Ouais, ça marchait il y a 10 ans, tu vois. On est trop vieux maintenant. Mais voilà, maintenant t'as un peu plus de pouvoir d'achat, donc tu te dis ok, mais je préfère mettre un peu d'argent en plus, mais avoir un confort et surtout être pas loin du site, plutôt que de dormir à l'arrache. Et c'est pour ça on le voit chaque année, tu vois, les hébergements chez l'habitant, ça explose. Il y a toute une économie parallèle même qui s'est montée sur les comment dire, les riverains, voilà, qui hébergent des festivaliers dans leur jardin et tout, ou chez eux, etc., qui mettent en location leur maison. Donc ouais, il y a vraiment une demande du public, c'est aussi ça. Donc on est là pour répondre à la demande. Après on offre toujours, tu vois, la partie camping gratuite pour ceux qui veulent rester aussi en mode plus full expérience festival à fond, quoi. Et après, tu vois, par exemple pour le Hellfest Kids, c'est pas, on n'était pas dans le côté voilà, on fait pas parce que ça n'a pas marché ou autre. C'est juste que là, voilà, on est en pleine, on travaille aussi en parallèle là sur l'édition 2027, parce que ça va être l'édition des 20 ans, donc on avait besoin aussi de s'alléger un peu en termes de charge de travail sur voilà, l'équipe est en train de grossir, mais elle n'a pas encore atteint le staff suffisant pour qu'on arrive à tout faire. Gérer 40 projets en parallèle. Ouais, voilà, donc on a besoin de se libérer un peu l'esprit. C'est pour ça aussi qu'on faisait pas de warm-up cette année. Et donc ouais, on avait besoin de se libérer du temps vraiment pour plancher sur d'autres projets pour 27. Voilà, c'est plus une pause, on va dire, temporaire. Mais l'idée, c'est qu'on reprenne parce que c'est un projet qui a fonctionné à fond, qui a eu un super impact. En plus, c'est vraiment dédié aux locaux. Et on voit que ça a marché parce que on commence à avoir un peu à semer un peu tout ça, parce que tu vois que t'as des gamins qui tu les vois 2 ans après, mon gamin maintenant il écoute Hildebert, il a adoré, du coup maintenant il a commencé à écouter System of a Down, c'est cool. Putain, dans 1 an il va se mettre à Converge et puis Et après ça sera meilleur, quoi. c'est parti. Du coup, la transition est toute faite pour l'édition de 2026. Il y a toujours chaque année, évidemment, un mélange de joie et de shitstorm quand la nouvelle affiche sort. Globalement, l'affiche 2006 a mis un peu tout le monde d'accord, ou en tout cas, tout le monde s'est dit c'est le retour du métal. On a bien écouté votre émission, bien sûr. Recap. Merci. C'est pour ça. C'est nous qui l'avons fait, je l'ai eu au téléphone avant-hier, ouais, bien sûr. On parle des becs-verseurs, les becs-verseurs sont modifiés. Moi, je pense qu'on est des prescripteurs. Non, mais comme quoi, vous voyez qu'on écoute les critiques. Hein. On est, et les on est beaucoup sur... Pardon, t'avais peut-être une question. Non, j'allais dire, est-ce que c'était vraiment, est-ce que c'était plus l'orientation disant, allez, on remet l'église au centre du village, on repart sur un truc full métal, où il y avait un petit côté de se dire, on avait quand même envie de casser des bouches pour cette émission après toutes les conneries que vous avez racontées. Ouais, un peu des deux, peut-être. Non, mais c'est aussi la force, je pense, du festival, et
Et pourquoi on en est arrivé là, c'est qu'on a toujours su se remettre en question et surtout écouter le public, parce que c'est le fait d'être un festival autofinancé, voilà, où la billetterie est ta principale source de, enfin la billetterie plus la consommation plus le merchandising est ta principale source de revenus, bah t'es obligé d'écouter ton public, sinon ça ne marche plus au bout d'un moment. Donc et puis nous aussi on est vraiment dans ce côté remise en question, toujours s'améliorer, tendre vers le mieux. Et oui, du coup nous on passe beaucoup de notre temps en juillet à écouter les podcasts de Report, les avis des festivaliers sur les réseaux. C'est pour ça qu'on incite vraiment les gens à se lâcher dans les commentaires. Bon, un peu trop parfois même, mais ça fait beaucoup à gérer. Faut faire le tri, mais non, mais il y a vraiment des remarques intéressantes. Nous, on passe aussi beaucoup de temps pendant le festival à observer des choses, voilà, à avoir des retours. Donc, on est vraiment dans ce retour d'expérience tous les ans. Et après, ouais, sur la programmation, bon, c'était plus. Effectivement, on a senti que ça avait chagriné un peu 25 avec Muse notamment. On s'est dit bon bah on va bien leur montrer de quoi on est fait, et puis on va leur montrer qu'on est encore un festival de métal, quoi, on va dire. Et puis après, bon, la programmation c'est toujours un peu la roulette russe. Ça va dépendre des têtes d'affiche, ça va dépendre des disponibilités des groupes. Voilà, hein, J'aimerais que ça soit si simple que faire une playlist, mais malheureusement c'est pas le cas, hein. Entre ceux qui sont partants au mois de juin et puis en fait tu les rappelles au mois d'octobre, ah bah non en fait je fais pas ma tournée, bah tu as des plans A, plan B, C, D, E, F, G, voilà, tout l'alphabet. Donc on est obligé un peu de s'adapter à ce qui sort. Et puis là, ce qui est juste un peu embêtant, c'est qu'on commence. Nous, on garde toujours l'affiche full pour l'annoncer, tu vois, pour avoir ce côté gros bloc, effet waouh qu'on balance. Mais du coup, bon, la surprise, elle est un plus en plus difficile à garder chaque année, parce que bah, tous les festivals, bien sûr. comme ils ont besoin justement de vendre de la billetterie, bah, ils sont obligés aussi d'annoncer leurs groupes qui vont tourner. Donc bon, bah, si t'es un peu malin et que tu cherches, tu vois un peu quand tu vois le Grass Pop sortir, tu te dis bon, il y a déjà des indications. Tu fais un petit bingo et puis voilà. Comme Medel et tout qui sont à la même date, on se doute. Ouais, bah c'est ça, hein, tu sais. Après, nous maintenant, le chemin, c'est, enfin, tu vois, nous on a déjà des demandes pour 27. En fait, ils attendent que nous on se positionne. Enfin, même si on dit pas, le deal est pas fait ou autre. Mais si on leur dit oui, bah ok, on a un intérêt, eux, en fait, ils commencent à construire leur tournée en fonction des gros festivals. C'est comme ça que les groupes fonctionnent maintenant. Ils placent d'abord les festivals sur leur calendrier, parce que c'est là où bah, c'est des dates qui sont payées assez bien en général. Ça leur permet de faire des week-ends. Et puis après, bah, derrière, eux, ils vont compléter. C'est pour ça que tu trouves beaucoup de dates à Paris, bien sûr. Beaucoup de dates en province, à Toulouse, à Lyon, entre le Hellfest ou après, avant. Donc ouais, parce qu'il y a 300 groupes qui viennent. Bah c'est ça, donc les mecs, faut qu'ils rentabilisent leur venue, quand ils viennent en Europe, quoi. Surtout pour les groupes ricains, quoi. T'as parlé de groupes qui annulaient, et sur 2026, il y avait Slayer qui avait été du coup confirmé par Ben, qui donc manifestait. Ah, il l'a confirmé. Ouais. Ah ouais. Je te promets. Interview dans le Parisien, je crois. Ouais, il me semble qu'il avait dit. Ouais, bon, bah, ça avait ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau, hein, j'avoue. Voilà. Est-ce que 2027 ou Tom, si tu nous écoutes. On aimerait pas. Ouais. Voilà. Il y a eu des raisons ou quoi que ce soit, ou non? Bah tu sais, c'est un groupe qui maintenant, je pense qu'ils vont venir que pour des grosses opportunités. Donc bon, là peut-être que les planètes étaient pas alignées. Okay. Ils ont pas pu venir, mais oui, on aurait bien aimé. En plus, on avait une journée trash parfaite. Donc tu vois, là on avait là on avait le Big Three, c'était super. Quand on avait analysé l'affiche, on se disait en fait il y a pas de débat, c'est-à-dire qu'il manquait juste leur nom en haut de l'affiche, et c'était. On a eu un peu les boules, je t'avoue, de plus les avoir. C'était bien parti, puis ouais, ça s'est pas fait. Et puis c'est des groupes aussi qui, ok, ils vont faire une date au Hellfest, mais du coup ils ont quand même besoin d'une, 2, voire 3 dates autour pour tenir leurs frais. Ouais. Et donc il suffit qu'il y en ait une qui fasse pas l'affaire, ou qui l'offre soit pas assez élevée, bah du coup ça tout tombe à l'eau. C'est ça. Côté infrastructure, c'est moi qui ai dit infrastructure, les trois styles. Bravo Victor, je suis très fier je suis fier de tes progrès, Victor. Je suis. On est bon, hein. Non, est-ce qu'il y a des nouvelles infrastructures, de nouvelles œuvres d'art, des choses, des nouveautés dont t'aimerais parler pour 2026 ou Et surtout pour Victor, question fondamentale, est-ce que la vallée va être couverte? Parce que ça, il pleure depuis 3 ans parce qu'elle est plus couverte et il peut plus faire ses aquariums. Ouais, mais ça donne un côté désert cool, quoi, tu vois, le coucher de soleil. Elle est belle en plus, mais. Non, bah effectivement, c'est pas une année avec de gros changements. Alors nous, on fait un peu d'ajustement côté
côté technique pour nous faciliter la vie sur le montage, l'exploitation, etc. La grosse nouveauté pour le public, ça va plutôt être ça a été annoncé, voilà, la statue d'Ozzy en hommage, voilà, pour avec la disparition d'Ozzy, où on aura la présence de Sharon Osbourne, voilà, pour inaugurer cette statue qui sera à l'entrée, voilà, sur le parvis du L-City. Okay. Mais on va pas faire de gros aménagements, voilà, sur le site. On se préserve plutôt pour 2027. Ok, d'accord. Voilà. Ça paraît pas illogique. Juste un petit mot peut-être sur le L Corner. Le restaurant. LCT. Le LCT Corner, LCT Square. Non, je sais même pas comment il s'appelle. Des trucs L Burger City. Tout s'appelle L quelque chose. Non, mais à mon âge avancé, quand tous les mots se ressemblent, je suis perdu. Hein. Donc la brasserie. La brasserie. Ouais. La brasserie. L'ex-Luxor. Exactement. Est-ce que vous avez eu des retours positifs sur l'expérience pendant le festival, ou en fait c'est plus vu comme un truc genre pérenne pour toute l'année et anecdotique dans le cadre du festival ou Ouais, c'était plus un projet à l'année. Alors c'est vraiment dissocié de Hellfest, l'organisation du festival. C'est vraiment deux structures à part. Mais oui, c'était plus dans une logique de... on a vu que le site du festival attirait énormément de monde en visiteurs toute l'année, et qu'il n'y avait pas d'offre voilà, de restauration ou de bar même sur cette zone-là. Et ça rentre même dans un projet global qui va toucher même au tourisme, à la culture, tu vois, avec l'arrivée de la Gardienne notamment. Et tu vois, on a justement un abri qui va être construit à partir de la rentrée septembre là, pour la Gardienne. Au niveau de l'Extreme Market, en fait, ce qui va remplacer un peu l'Extreme Market et renouveler, on va dire, l'Extreme Market. Et du coup ouais, on a un peu ce côté maintenant. Vous êtes sur Paris, mais nous on le voit tous les week-ends, c'est devenu un parc qui est archi fréquenté, voilà, où nous on a énormément de demandes en local, tu vois, pour faire des événements, des trails, des compètes de vélo, des expos de bagnole. On a énormément de demandes et on sent vraiment que les habitants sont appropriés le lieu, tu vois. C'est devenu vraiment une fierté locale, tu vois, d'avoir un site comme ça. Et donc, ouais, l'idée, c'était un peu de répondre aux besoins du public aussi, d'avoir un lieu là-dessus. Puis après, pendant le festival, forcément, ça s'intègre avec toute l'offre. Ça offre un nouveau, on va dire... un nouveau lieu aussi pour les festivals, tu vois, t'es un peu en mode plus chill. Bon, c'est un vrai restaurant, t'as la clim, voilà, très bonne chose la clim. T'es un peu comment dire, c'est un peu ta coupure, retour à la vie normale, pendant quelques minutes voire heures, et puis tu restes un peu dans ce cocon là, et puis après tu retournes sur le festival, quoi. C'était c'est aussi une demande du public, et on voit comment ça a très bien fonctionné aussi cette année. Donc c'est aussi c'est plein de nouvelles choses aussi comme ça que le public recherche, je pense, sur le festival, quoi. L'autre nouveauté, c'était la Purple House. Ouais. Ça s'est bien passé. Ce qui était assez particulier, c'est que ça a l'air d'être une vallée avec des groupes un peu moins identifiés, mais on est quand même sur un truc un peu stoner, avec des animations, tout genre de choses. Vous allez un peu poursuivre dans cette... Ouais, effectivement. Alors c'était un nouvel espace. Justement, là, c'était très collé avec la couleur aussi musicale parce que c'est Yohan qui faisait la programmation de la Purple, donc il avait très orienté, voilà, sur le côté stoner, sludge, doom. On était aussi un peu, tu vois, c'est un peu une config un peu bizarre parce que c'est dans une cage. Mode ring et tout. Ouais, c'est plutôt, tu vois, faut que t'aies des groupes de 3-4 personnes max, sinon après ça devient vite le bazar. Donc il était allé piocher dans cette inspiration-là. Et là, pour cette année, on a ouvert un peu plus, tu vois, on va aller chercher un peu plus peut-être du hardcore, du grind, des trucs un peu plus... justement, on a envie de mettre plus de groupes que tu peux retrouver sur des scènes autres que la vallée, quoi. Donc ouais, on va tester ça. Mais en tout cas, ça avait plutôt bien fonctionné. Et ouais, on aime bien en plus ce côté scène annexe, tu vois. On essaye de comment dire, c'est peut-être un des axes d'évolution du festival, de dire, ok, on a nos 6 scènes entre guillemets officielles, mais on a aussi en fait ce petit vivier de scènes annexes où on peut faire soit des projets what the fuck, soit des trucs un peu plus découvertes, soit des groupes locaux qui ont besoin d'un petit coup de pouce, tu vois, aussi. On aime bien aussi ce côté-là, quoi. Il y a un peu de FOMO quand même aussi. Le problème, c'est qu'après, t'as un peu 50 000 scènes et t'es un peu perdu par moment dans la gestion de taux. C'est le grand buffet. C'est comme tous les festivals, le Roadburn aussi là-dessus, c'est fou, tu vois, genre t'as 1000 trucs en parallèle et bon. Ouais, les trucs qui font le skatepark, les Secret Show et tout. Tu vois, c'est vrai que on l'a pas poussé encore le côté Secret Show, on aimerait bien, mais bon, c'est compliqué en festival parce que les groupes, tu vois, ils arrivent
ils arrivent 2 heures avant de jouer, ils repartent 1 heure après, donc c'est dur de les garder. Si vous mettez Slipknot dans la Purple House à 9 dans la cage, moi je pense que c'est pas mal. Ou tu vois, des fois, t'as le guitariste de tel groupe, en fait, il a un side project, et puis les mecs, ils sont venus avec lui dans le tourbus, donc ils sont dispo. Ouais. C'est plutôt ce qui se fait au Roadburn en général, dans les secret shows et tout. Mais la Purple House c'était plutôt cool parce que ça faisait aussi sauna l'été, puisqu'il faisait 400 degrés à l'intérieur, donc il y avait un côté, tu vois, tu regardes un truc et tu perds du poids. Moi je trouvais que c'était un bon. Là surtout si tu te mets à courir autour d'un circuit, c'était plutôt pas mal. Ouais. Sur les trucs de question, Michael demande à ce qu'il y ait la clim pour les gros comme lui. Bien sûr. Ouais. Et c'est toi. Mais j'allais aussi demander un coupon de réduction pour la brasserie, mais spécial Horns Up, donc voilà, on passe le message à qui de droit. Il faut faire l'émission sinon là-bas, vous avez qu'à vous délocaliser. Putain, c'est une machine à bonne idée aujourd'hui. Okay. Est-ce qu'on peut avoir un instant un peu polémique et tout? Je pense que c'est important parce qu'on a que des auditeurs de gauche et après ils vont dire qu'on est complaisant. Et genre moi complaisant d'ailleurs c'est un terme qu'on utilise pour dire grosse S, tu vois, genre mais c'est en mode plus poli. Puis t'es le sosie numéro 1 d'Usul, donc j'ai appris récemment. Tu vois. Non, plus sérieusement, donc cette année vous avez une affiche qui a aucune polémique et qui a été vraiment pensée comme ça. C'est pareil, dans les interviews, Ben l'avait dit que il voulait que ce soit quelque chose de parfaitement de plus lisse, qui prête pas tellement le flanc à la critique ou quoi. Est-ce que c'était dès la construction de l'affiche, il y avait un peu cette volonté de refaire un truc hyper net pour sortir un peu de ces sempiternels articles, de ces sempiternels de répondre un peu toujours aux mêmes personnes, aux mêmes critiques, ce genre de choses? Ouais, l'idée, nous, comme l'a dit Ben, tu vois, en interview, on n'est pas là pour faire justement de la polémique et de la provocation. Après, je pense que ça n'empêchera pas que on aura quand même des articles qui vont fleurir comme par hasard une semaine ou 2 avant le festival pour tel ou tel sujet. Donc, on est conscient que maintenant, de toute façon, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le revers de la médaille. C'est t'es le plus gros, donc forcément t'es une cible et t'es une cible des fois à battre. Donc bon, c'est le jeu, on le vit comme ça maintenant. Mais après, oui, sur les propositions artistiques, on essaye, bien entendu, on essaye de pas se mettre à dos la terre entière, tu vois. On met aussi le curseur là où on estime que, tu vois, c'est toujours ce débat entre la justice et ce qui est juste et ce qui est on va dire moralement juste, on va dire là-dessus. Donc c'est pas un débat toujours facile. Condamné par la justice, est ce qui est moralement juste. Exactement. Moi après c'est plus c'est un point de vue personnel, mais je vois que il y a d'autres festivals ou d'autres salles qui programment des fois des artistes qu'on a pu accueillir et il n'y a pas de débat quand ça passe là-bas. Donc je suis un peu c'est en fait on sent très bien que l'idée c'est plus de taper sur le festival plutôt que répondre à une cause ou autre là-dessus. Ok. Initialement, c'est ce que tu dis, comme tu le dis, il y a des histoires de curseurs, de justice, de faits avérés ou non. À l'ancienne, le Hellfest avait, c'est en plus ce que disait Ben, il y avait de type, si la personne n'est pas condamnée, il n'y a pas de raison de ne pas la programmer. J'ai l'impression que c'est un curseur qui a un peu évolué. Est-ce que tu as ce sentiment-là aussi? Ça a évolué, oui et non. Je pense qu'on essaye de... Comme je le disais, tu vois, l'idée c'est pas de provoquer, donc on sent que si un artiste qui va faire vraiment trop de bruit et que ça va plus nuire au festival qu'autre chose, on partira pas là-dessus. Et je pense que l'idée, encore une fois, voilà, c'est pas de foutre le bazar ou de dire non, on va le faire parce qu'on a envie de faire chier tout le monde, tu vois, c'est pas du tout l'idée. Et effectivement, après, on suit les évolutions, les mœurs, la société, etc. C'est vrai que je pense que des fois, t'as des groupes qu'on a fait jouer peut-être il y a 10-15 ans qui joueraient plus maintenant parce que il y a des trucs qui sont entre les trucs qui sont apparus, etc. Ou autres. Donc je pense que c'est un truc qui évolue même pour tout le monde, quoi. Ouais. Outre le fait, il en reste 2, t'inquiète, ça va. T'inquiète, pas de problème. J'ai de la santé. Je sais. Outre ça, est-ce que vous avez aussi parfois l'impression d'être entre le marteau et l'enclume, d'avoir un peu des mecs de droite, voire d'extrême droite, qui déplorent le fait de l'effet Menchelo Fofora, des groupes qui sont en plus fondamentalement sur des questions de gauche, les drapeaux palestiniens, ce genre de choses d'un côté, et de l'autre, des mecs de gauche qui vont justement un peu genre pointer tel groupe, tel chanteur, tel machin et tout. Comment vous gérez un peu ce côté? Ouais, clairement, on est clairement entre le marteau et l'enclume, parce que tu vois, je prenais l'exemple il y a pas si longtemps, on avait publié une vidéo, je crois, pendant le
festival de gens qui chantaient un stand, qui chantaient Bohemian Rhapsody et tout. Et puis on a commencé à avoir des commentaires un peu chelous, tu vois, des mecs qui mettaient des emojis. Bon, on a très vite compris de quelle couleur ils étaient. Et en fait, on se dit putain, mais ouais, on a bloqué les commentaires et tout, etc. Et donc ouais, en fait, on se fait à la fois attaquer de part et d'autre de l'échiquier politique. Et nous, de toute façon, on n'est pas un festival sur lequel voilà, on veut rentrer sur ce terrain politique. Justement, on s'en éloigne. On est plus là pour rassembler les gens. Si on peut leur offrir 4 jours de bulle de notre société, de notre monde un peu actuel, très compliqué, on est content de le faire. Et effectivement, ouais, tu vas nous accuser d'être un festival d'extrême droite, alors que je pense qu'on est, y a jamais autant d'artistes. Enfin, j'ai rarement vu d'autres festivals où il y a autant d'artistes qui portent des messages politiques assez forts quand tu regardes sur la Warzone ou sur la Valais notamment. Donc ouais, mais malheureusement, tu vois, c'est des commentaires de gens qui viennent pas au festival. C'est aussi ça, c'est une réalité. Toutes les critiques et les polémiques qui peuvent naître, malheureusement, c'est des personnes qui écrivent ça de l'extérieur, qui ont une lecture, on va dire, du festival qu'à travers les réseaux ou à travers des retours ou des commentaires de personnes qui étaient, mais qui n'ont sans doute pas tout vu de ce qu'était le festival, comment est l'ambiance, etc. Nous, moi, tout ce que je peux dire, tu vois, c'est que tous les rapports qu'on a de la préfecture, des services de l'État, de la police, les pompiers, etc., nous, on est un modèle d'organisation en termes de gestion du public, d'incidents, tu vois, tout ce qu'on a fait avec le healthcare notamment, on a des retours que positifs là-dessus. Donc, c'est pour ça, moi, ça me fait... quand je vois tous les commentaires qu'on peut avoir de personnes qui n'ont pas qui ne sont pas mis un pied sur le festival, je leur dis, mais venez voir en fait ce que c'est vraiment le Hellfest. Enfin, vous y avez vous voyez un peu comment c'est aussi. Donc voilà, après c'est le monde actuel aussi. Le système médiatique est fondé beaucoup sur les polémiques. Voilà, maintenant on est dans un monde très polarisé. Il faut choisir son camp. C'est noir et blanc. Il y a plus de nuances de gris. Donc bon, c'est un peu dommage, mais on n'est pas. Nous, on veut pas rentrer dans ce système-là, quoi. Ça, c'est certain que la polarisation a quand même un immense savoir. Et il y a ce côté-là. C'est déjà personne ne met le curseur au même endroit. Je sais qu'on en avait discuté quand on avait analysé l'affiche. Je sais que même toi et moi, on n'a pas le même positionnement. Et il y en a qui diraient, moi, j'ai plutôt une vision légaliste en disant, bah, si c'est pas interdit, s'il n'y a pas une interdiction de quoi que ce soit, en soi, on pourrait faire venir la personne. Après, c'est de l'analyse au cas par cas, selon évidemment les gens qui programment, etc., si ça leur va. Et puis, tu as des visions, évidemment, de gens qui ont des visions beaucoup plus morales en disant, dès qu'il y a un sujet, on considère qu'il ne doit pas être programmé. C'est autre chose de vouloir l'imposer, évidemment, à des tiers. Mais là où je te rejoins en tout état de cause, quel que soit le positionnement qu'on peut avoir, c'est qu'on ressent quand même que, quel que soit le positionnement sur l'échiquier politique, quoi qu'on pense, il y a toujours ce côté à se dire, le Hellfest est quand même un peu une cible facile. Parce que l'année dernière, Falling in Reverse, qui est quand même programmé, Slaughter to Prevail, qui est programmé, il y avait quand même des articles qui disaient « Ah, vous avez fait venir telle personne ». Slaughter to Prevail, tête d'affiche au Motocultor cette année. J'ai pas vu 14 articles venir dire qu'il fallait absolument interdire. Falling in Reverse, qui fait un Bercy quasi complet. J'ai pas vu de boycott devant la salle. Donc il y a quand même un peu cet aspect où même si on n'est pas d'accord avec le fait que vous programmiez ça, par exemple, ça se comprend tout à fait, hein, tout le monde peut penser autrement. Il y a parfois un peu quand même ce sentiment qui vient créer un peu le truc, où dire, ils ont quand même un peu la frappe facile sur le Hellfest, alors qu'ils pourraient taper sur d'autres personnes qui programment les mêmes groupes et ça pose pas de difficulté, quoi. Y compris à l'étranger dans d'autres festivals. Bah ouais, c'est ça. Non, mais comme je disais, c'est la rançon de la gloire, c'est d'être à cette position entre guillemets de leader. Bah forcément, t'es une cible facile, quoi. Et puis aussi voilà, je crois que vous en aviez parlé aussi lors de votre report, c'est que on le voit bien, tu vois, ce fonctionnement d'algorithme, voilà, qui accroît les polarisations. Voilà, et donc on voit des choses tomber quand il y a des périodes où le festival arrive. Ça arrive pas innocemment, on le sait très bien. Donc maintenant on est prêt, on anticipe tout ça et je dirais ça fait partie du jeu, mais on sait très bien que maintenant voilà, il y aura toujours une partie de certains journalistes ou certains médias, voilà, qui auront le Hellfest dans le viseur, et ils en profiteront de le sortir quand il y aura une aura médiatique importante autour du Hellfest. Ouais. T'en as parlé aussi très vaguement, mais on reproche souvent au festival, et ça par contre c'est un peu au-delà du Hellfest, de pas être assez prévoyant concernant les violences sexistes et sexuelles et ce genre de choses. T'as commencé à en parler, tu peux nous faire un petit bilan sur comment ça s'est passé pour 2025, ce qui est prévu en 2026 de votre côté? Ouais, bah on renouvelle encore une fois le dispositif Hellcare, hein, donc qui a été une évolution du dispositif Hellwatch qu'on avait lancé en 2022. Donc là, Hellcare, ça existe depuis
2024. Et donc là, ça va être la 3e année qu'on le renouvelle. Et on a, nous, beaucoup de retours positifs, parce que c'est une équipe qu'on a créée en interne, où à la fois, tu as des bénévoles, d'étudiants, tu vois, qui sont spécialisés, qui sont formés dans les... dans ces sujets-là ou on va dire dans ces métiers-là, notamment tout ce qui est accueil psycho, notamment, tu vois, on a 9 psychologues qui sont en astreinte. Ok. Qui sont que tu peux aller voir un psy sur le festival sans problème, gratuitement, chose qui n'est pas le cas dans tous les festivals de notre taille en tout cas. Et donc nous en tout cas on a des super retours déjà des services de l'État qui disent même que c'est un dispositif unique par rapport à d'autres festivals, que limite qu'on en fait plus qu'on ne devrait, donc c'est assez drôle là-dessus, mais en tout cas voilà, on sent que voilà, ça permet aussi d'infuser dans la tête du public. C'est pour ça qu'on est sur une signalétique très visible, avec du bleu, tu vois, des couleurs très claires, très tu vois, des gros algécos qui sont positionnés à des points de passage pour que vraiment il y ait cette visibilité, de se dire ok, ouais, si un programme c'est là-bas, etc. Donc voilà, c'est aussi des choses qui prennent du temps à faire, parce que c'est pas de l'immédiateté, c'est pas d'une année à l'autre qu'on va changer les comportements, mais on voit qu'il y a une petite évolution, tu vois. Je pense que les festivaliers maintenant, on a un public aussi, comme je disais, qui est assez qui est assez simple à gérer, parce que c'est un public qui est qui connaît le bon sens, et je dirais voilà, dès qu'il y a une situation qui se passe mal, limite on n'a pas eu besoin d'intervenir parce que c'est réglé toute seule, en fait, tu vois. Dès qu'il y a eu un problème, hop, ça a été réglé entre le public, les choses sont faites et tout, donc tant mieux si justement, je pense que c'est une affaire de tous aussi, tu vois, ce sujet-là. Ouais. C'est pas nous en tant qu'organisateurs, même si on a un devoir, tu vois, de sécurité, de veiller à que tout se passe bien pour le public, chacun, et puis même c'est dans la vie de tous les jours, tu vois, chacun a sa responsabilité de dire ouais, c'est un truc qui est pas cool qui se passe devant tes yeux, il faut agir. Donc non, en tout cas sur cette partie-là, on reste au taquet, et on essaie d'améliorer aussi au fur et à mesure le dispositif d'année en année, d'augmenter la visibilité du pôle, que voilà, le message passe bien, etc. Tu vois, on réfléchit à se faire une petite charte de un peu les bons comportements aussi à avoir dans le pit, tu vois, genre comme justement on a plein de nouvelles personnes, c'est dire bon, écoutez, un slam toutes les 5 secondes, c'est un peu chiant au bout d'un moment. Si tu veux vraiment bouger, va un peu plus vers le devant de la scène. Si tu vois un mec par terre, tu le ramasses. C'est un peu le béaba, mais bon, on est obligé un peu. On est obligé de rappeler les règles, ouais. Un peu ça, quoi. Mais je pense qu'on a notre phrase d'accroche pour résumer cette interview, sera il y a moins de gros cons au Hellfest, et c'est une bonne nouvelle. Après, il reste nous, gros. Oui, non, mais on n'a pas encore la crème, mais théoriquement. Donc l'actualité vous concernant, c'est le recrutement de deux personnes, de Jérôme Riera et de Kem Lalo, qui était le programmateur historique des Euroc. Jérôme Riera, il est plus sur de la stratégie marketing, donc quelque chose qui peut-être intéresse un peu moins le public. Par contre, Kem Lalo, du coup, ça va devenir le programmateur de la Warzone et de la Vallée, c'est ça? Il reste sur le même champ que Johan? Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors Jérôme même, il va avoir une mission transverse, en fait. Ça va être effectivement stratégie. En fait, comme je le disais, tu vois, on est en train de grossir, de recruter du monde, et on est en train de se structurer un peu plus par pôle pour avoir un fonctionnement plus moins horizontal. Tu vois, avant, on avait beaucoup de Ben qui était au-dessus, qui donnait les décisions, et puis une organisation horizontale. Là, maintenant, l'idée, c'est de faire un peu plus de verticalité, comme dans toute société, tu vois, avec des responsables, des structures. Et l'idée, c'est qu'on travaille moins en silo. Donc Jérôme va être en transition entre le pôle artistique, communication, et puis commercial, tu vois, on va dire. La partie bien, je connais un peu une singularité, une cohérence entre ces pôles-là, tu vois, par exemple, c'est-à-dire que on voit qu'il y a artistiquement, il y a peut-être un truc à faire avec cet artiste, parce qu'on voit que ça pop sur internet, mais bon, en même temps, il faut comment on l'amène, tu vois, dans la com. Est-ce on n'en profite pas pour faire une journée à thème sur ce style-là, etc. Tu vois, l'idée, on essaie de trouver vraiment un fonctionnement qui soit cohérent dans tout ça. Donc, ça peut paraître un peu nébuleux, voilà, pour les gens qui nous écoutent, mais pour nous, en tout cas, ça va permettre d'avoir de se définir d'autres axes, d'autres stratégies de réflexion. Et effectivement, après, Kem arrive sur la partie Warzone Valley. Alors, j'ai lu beaucoup de choses. Ça va être la prog des The Rock et tout. Alors, Kem, aux The Rock, voilà, et déjà, il y avait plusieurs personnes qui programmaient aussi. Et surtout, c'est un festival généraliste. Donc, il y avait aussi un cahier des charges, entre guillemets, à remplir. Pas mettre que du Slayer ou du Velertak ou du Mastodon aux The Rock, il en faut pour tout le monde, parce que c'est l'ADN de ce festival-là.
Et en tout cas, Kem, enfin, je pense qu'il est quand même bien connu dans le milieu. C'est un des premiers à avoir programmé justement dans sa région, là, au Numatrouf, des concerts de Coroner, des concerts de Sepultura, même de Manowar, je crois, au Numatrouf, tu vois, tout ça. Pareil, les The Rock, je pense qu'on a pas mal oublié, mais au début, il y avait quand même énormément de métal et de rock. Ça suivait aussi c'est festivals généralistes, c'est qui suit aussi les tendances, tu vois. Et donc, il y a 30 ans, bah oui, quand il y avait les Sepultura, les Manson, les Deftones, etc., c'est des groupes qui ont joué aux The Rock. Donc, tu vois, j'en parlais un peu tout à l'heure avec Olivier, notre attaché de presse. Il y a Mercyful Fate qui a joué aux The Rock, quoi. Enfin, tu vois, il y a, je sais plus en quelle année, quoi. Mais, donc voilà, soyez rassurés, il n'y a pas on va pas transformer le festival en festival généraliste. Au contraire, bah, pour prendre la suite de Johan, il fallait aussi quelqu'un, qui soit, comment dire, aussi pointu sur cette partie, sur ces styles musicaux. Et donc ouais, je pense que ça va plutôt bien fonctionner avec Kem. Il avait, en interview, quand il a été introduit, il a dit que sa petite touche perso, pour lui, ce serait peut-être de ramener un peu de post-punk ou ce genre de choses. Est-ce que des trucs comme Fountain DC, The Cure, les Idlers, tout ce genre de trucs, soit modernes, soit un peu périphériques, ça pourrait être un peu le futur du Hellfest selon... Bah tu vois, cette année on avait une piste avec Viagra Boys, tu vois, en Warzone. Donc tu vois, on était parti, on pourrait se faire Viagra Boys, Amine les Sniffers, Idols, tout ça. Bon, c'était peut-être un peu gros pour la Warzone, mais ouais, ça peut être l'idée, parce que c'est aussi une musique qui évolue vachement. Tout à fait, qui a un bel âge d'or. Et puis ouais, bah il y a un revival là-dessus, donc ça pourrait être intéressant peut-être de faire une journée à thème là-dessus. Et en Valais, des trucs un peu à la Slowdive ou quoi que ce soit, ça pourrait être des pistes ou Ouais, bah je sais que la vallée en plus c'est vraiment le terrain où on peut expérimenter des trucs what the fuck, donc ça serait pas déconnant. On avait je sais qu'il y a plusieurs années, tu vois, il y avait des discussions avec John Carpenter et tout, donc tu vois, on peut aller on peut s'éclater vraiment sur la vallée aussi là-dessus. Mais bon, après on va se plaindre qu'il n'y aura pas assez de Doom ou de Sludge, donc tu vois, faut toujours faire un peu une journée Electric Wizard, une journée Slowdive. Ouais, tu vois. Non, mais en vrai c'est cool aussi, et puis c'est ça qui est excitant dans ce festival, c'est qu'on peut se dire, on a la force de pouvoir dire ok, on va se faire une journée sur tel style. C'est pas le cas de tous les festivals qui doivent un peu composer en fonction des dispos et tout des groupes. Nous on a la chance de vraiment, les groupes, on est dans la top list, quand ils viennent faire une tournée, ils posent d'abord la question à nous. Donc on peut faire notre menu après derrière là-dessus, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que tu disais au tout départ que vous prépariez l'édition 2027, donc l'édition la 20e édition, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Genre, est-ce qu'il y a des petits nuggets à nous envoyer sur des pistes que vous avez, ou des petites choses, soit de programmation, soit est-ce que l'événement, ça va juste être un feu d'artifice 2 fois plus gros ? Ou est-ce que vous dites quand même, non, il faut marquer un peu plus le coup qu'un feu d'artifice ? Bah, je peux pas dire grand chose, malheureusement. Merde, on s'en doutait un peu. On te remène San Pellegrino et tu nous sors l'affiche, s'il te plaît. Ouais, on recrache la San Pellegrino. Non, mais bon. Enfin voilà, vous savez bien qu'on aime bien fêter nos anniversaires, donc c'est pour ça justement qu'on se staffe, on n'a pas fait de projet cette année annexe pour se libérer du temps de réflexion et de cogitation. Donc non, c'est dans les tuyaux. C'est pas encore bien ficelé, mais ouais, on prépare vraiment une très 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 belle édition 2027, une 20e édition du coup. Du qui est Limp Bizkit en tête d'affiche. Ouais, moi, j'aimerais 2 années de suite quand même. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait Limp Bizkit chaque année en main stage un jour. C'est notre seule exigence, parce que ça correspond à notre quotient intellectuel. Tu vois, ouais, on a besoin de cette dose-là, sinon on se sent trop intelligent. Ça va être bien cette année, je pense. Déjà, ça va être bien cette année, c'est clair. Puisqu'on parle un peu de l'avenir du festival, peut-être une dernière question qui est un peu une ouverture. On voit quand même qu'en ce moment il y a quand même une concurrence énorme entre les grosses prods. Il y a AEG qui a notamment la gestion de Bercy. Il y a Live Nation, de l'Accor Arena. On va capter que t'as plus de 30 ans, quoi. Bah, on sait que je suis un vieux. Il y a Live Nation qui vient d'acheter à plusieurs centaines de millions d'euros a priori l'Arena de Nanterre. C'est ça. On sait qu'à l'époque, je crois que ça avait été dit, c'est en 2015, où Ben Barbeau avait vendu les droits de la marque Hellfest à Gérard Drouot. Bon, alors Cocorico, c'était la France déjà, c'était pas EG ou Live Nation. Parfois, on a un peu l'impression de se dire, et c'est en lien avec avec la question tout à l'heure de Victor, de dire, on a un peu l'impression que vous avez platiné le game en 2022 avec la double édition Metallica, etc. Est-ce qu'il n'y a pas ce truc, on se dit peut-être qu'un jour Ben Barbeau, il en aura juste marre en disant, en fait, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, maintenant je tourne en rond.
est-ce qu'on n'aurait pas malheureusement ce truc de se dire ça va peut-être finir par être vendu à une grosse prod qui va sentir le pognon en se disant là il y a quand même quelque chose à faire, ou est-ce que vous vous dites non, jamais ça partira parce qu'en fait on sait que ça pourrait potentiellement à terme en tout cas dénaturer un peu ce qu'on a créé et on n'a pas envie de voir, même si on a quitté le Hellfest, dans 10 ans le truc avec des passes à 600 balles parce qu'une grosse prod est arrivée derrière et qu'ils se disent qu'ils veulent rentabiliser au max quoi. Bah, effectivement, c'est pas parce qu'on est les numéros 1 et que, comme tu dis, on a tout niqué ou autre, que on se repose sur nos lauriers, surtout pas parce que c'est l'inverse peut arriver très vite. En fait, on est plus, je pense, arrivé à un plafond de verre. Et maintenant, la question se pose de est-ce qu'on l'explose ou est-ce qu'on laisse tout tomber, quoi. Donc, on va plus être dans la face explosion du plafond. Mais non, c'est un milieu qui est très l'événementiel. Alors, effectivement, c'est en pleine croissance, tu vois. Depuis post-Covid, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé en termes d'économie de ce milieu. Mais si c'est un milieu assez où tout va très vite, et donc tu vois, ça a pas manqué, hein, tu vois. Il y a eu beaucoup de festivals qui ont galéré quand même cette année avec la hausse des coûts. Là, tu vois, je prends l'exemple du coût de l'essence. Nous, ça va nous impacter directement, hein, assez violemment. Et donc, il y a des coûts qui vont continuer à augmenter, hein, parce que entre le changement climatique, entre la hausse des cachets, entre les infrastructures logistiques qui coûtent toujours plus cher. En fait, c'est pas refaire une édition chaque année, c'est déjà un exploit en fait. Enfin, c'est un exploit. C'est peut-être nous, on arrive à le refaire chaque année de manière assez sereine, mais c'est pas toujours gagné parce qu'il y a toujours des obstacles qui arrivent en cours de route. Tu vois, ouais. Il suffit, voilà, je sais pas. Imaginons une édition là où il y a tempête et pendant 4 jours on est obligé d'annuler le festival à cause de la météo. Bah oui, c'est une catastrophe. Et là, on se posera des questions, mais l'idée c'est de sécuriser déjà chaque année l'organisation pour que tout se passe bien. Et au contraire, on n'est pas du tout dans ce côté. On a fini le game et tout est plié. Au contraire, on a la chance aussi que Ben soit quelqu'un qui s'ennuie très vite, qui a toujours beaucoup d'idées et qui en aura toujours. Donc on n'est pas prêt de s'arrêter en si bon chemin. Et au contraire, l'idée c'est de se renouveler. Là, on va ouvrir une nouvelle décennie, la 3e du festival. Donc voilà, on réfléchit aussi à plein de pistes pour faire évoluer tout ça. Et comme je disais, c'est un milieu et le public attend toujours de la nouveauté. C'est un milieu où on attend toujours de nouvelles choses. Donc il faut à nous aussi d'être créatifs, de proposer plein de nouvelles choses pour que le public continue à venir chez nous, quoi. On le voit d'ailleurs chaque année pour l'analyse de l'affiche, hein. C'est-à-dire que quand il y a des nouveaux groupes et vous tentez des trucs, ça râle. Et d'un autre côté, quand c'est les mêmes têtes d'affiche qui reviennent tous les ans, c'est si on voulait, on pourrait la jouer sécure et puis on refait la même affiche chaque année, comme je te dis, où on met Iron Maiden tous les 2 ans et roule. Mais c'est pas le but. On essaye de. Et puis maintenant, on a ce rôle, comme je te disais, d'être précurseur. Je pense que c'est marrant parce que j'ai l'impression que maintenant tu viens en festival pour découvrir des groupes et dans notre musique, hein, mais parce que maintenant t'es tellement noyé sous les sorties, les nouveaux albums, les nouveaux groupes qui pop sur les réseaux que on est un peu encore ce côté, ok, on vous montre un peu ce qu'il y a de trucs cool en ce moment à regarder et à voir, quoi. Notamment le matin, ouais, effectivement, t'as quand même pas mal. Mais oui, levez-vous le matin s'il y a des trucs cool. Non, mais je prends l'exemple, tu vois, je crois que si putain avait parlé l'an dernier et pour qu'il n'y ait pas Blood Incantation, là ils sont là cette année, mais j'étais mais Blood Incantation sont passés en 2022 à 13h et vous étiez pas là en fait, c'est tout les gars. Mais c'était ça. On était dans les limbes. Moi j'étais gros. Ouais. Moi j'y étais, mais c'est typiquement l'exemple aussi. C'est pour ça qu'on le cherche un peu dans la com. Tu vois, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de capsules sur les groupes un peu découvertes, des focus. Aujourd'hui, on se dit tiens, écoute ça, c'est cool. Et en fait, je crois qu'on est dans un monde maintenant où il faut amener. On est plus dans une phase où l'information vient à nous plutôt qu'aller chercher une information. Donc on essaie un peu d'être précurseur et de dire tiens, va écouter ce groupe, c'est cool, va écouter ça, etc. Très bien. Écoute, on avait une 60aine de questions à te poser. on a évidemment sélectionné. Donc dites-vous, cher public, que si vous trouvez nos questions nulles, sachez qu'il y en avait d'autres qui étaient pires que celle-ci parce que ça c'était la crème. Donc ne m'en reste vivement doumanche. On n'est pas très intelligent, il faut que ça reste au niveau, même qu'on reçoit des invités, ce qui est d'ailleurs une première. Bon, c'était quand même dit que pour finir sur une bonne note, fallait qu'on joue un de nos jeux habituels. Un jeu auquel on adore jouer avec Victor, surtout quand on est sur la route. C'est le fameux jeu du tu préfères. Ah. Ok, donc je connais bien le jeu. 2 propositions nulles et tu choisis celle que tu préfères. On en a 5 pour toi. C'est du quick fire, hein, évidemment. Ok.
Je vais commencer, Victor, on alterne pour le plaisir. Avec plaisir. Tu préfères revivre le Hellfest 2007 en tant que directeur communication, donc le Hellfest sous la boue bien dégueulasse, ou faire revenir Manowar? Oh, le Hellfest 2017. Ouais, Manowar, c'est... On attend toujours leur procès d'ailleurs, soit dit en passant. Ok, c'est noté en tout cas. Est-ce que tu préfères devoir gérer la venue d'Emmanuel Macron pendant le festival, avec tout ce que ça implique en termes de protocole? Je pense quelque chose d'assez lourd quand même. Ou alors, donner une interview de 3 heures à un certain journaliste de Mediapart? Ah, c'est pas évident ça. Bah, en fait, il y en a une qui va plus me concerner moi et l'autre moins. L'autre, tu pourras diluer sur les autres gens de l'organisation. Mais genre, il y a Et une Emmanuel interview d'Emmanuel Macron avec Mediapart pendant 3 heures, c'est bon, non? Ouais, non, je pense qu'il lui, il voudra pas, mais tu vois, il va vouloir slammer, mais qu'en même temps, la chemise, elle soit quand même un peu lisse et tout. Enfin, C'est pas mal, ok. Ça me paraît pas mal. Tu préfères qu'on te dise que le Motocultor, c'est mieux que le Hellfest? c'est mieux organisé. C'est mieux organisé que le Hellfest? Ou que Tours, c'est mieux qu'Orléans? Oh putain, c'est dur ça. Ouais, Tours, c'est mieux qu'Orléans quand même. Ok. Ça me fera moins mal. Ouais, non, mais je comprends. C'est le seul moment où on tolère les phrases des Tourangeaux. Je suis assez d'accord. Il nous en reste 2. Est-ce que tu préfères devoir gérer l'annulation d'une tête d'affiche de la main stage le jour même, ce que t'as fait d'ailleurs, ou alors une pénurie de bière pendant 5 heures sur tous les bars? Oh, la tête d'affiche. La tête d'affiche? Ah ouais, la tête d'affiche sans hésiter. Moins de pression. Hein. Ouais, moins de pression. Plus on l'a déjà fait. Et du coup, si quelqu'un annule, là, techniquement, il n'y a plus le côté. Moi, je me rappelle du Hellfest 2007, où quand Korn avait annulé, je sais plus qui, mais il y a quelqu'un qui était. Je crois pas que c'était Ben qui était venu, j'ai pas souvenir. C'est Olivier, je crois. Oui, c'est ça, c'était Olivier qui était venu devant tout le monde en dire bah ça a annulé. J'ai souvenir que tout le monde huait et tout. Ouais. Et j'ai souvenir que maintenant, techniquement, tout passe par l'application. Il n'y a plus personne à l'ancienne qui peut venir. Oui, c'est plus simple. Ouais, tu remontes Ouais, t'as- Alors je crois qu'il est. C'est moi, je devais. Il m'avait demandé d'y aller en 2023 là quand TNQ s'est annulé. Et en fait, j'avais plus de voix. J'arrivais plus à parler quoi. J'ai dit bah non, je peux parler au micro là. J'ai plus de voix. Et donc c'est lui qui avait été pour dire que c'était remplacé par Crazy X. Mais oui, on avait fait un push aussi. Hein. Mais en fait, t'es quand même obligé de le faire parce que tout le monde n'est pas sur son téléphone. T'auras beau mettre des affiches et tout partout. Ouais. Voilà, il y a quand même l'annonce au micro à faire là-dessus. Ouais, à l'ancienne, non, mais ça a son charme. Et le dernier, tu préfères, qui est le plus important de tous. Attention à ce que tu vas répondre par contre. Tu préfères Vivement Doux-Manche, Bang Bang de Restless ou Enjoy Phoenix? Ah, putain. Attention à ce que tu dis. Ah, je vais me faire des ennemis là. Je crois que je préfère Vivement Dimanche. Ah, merci. Dimanche, j'ai dit. Dimanche. Pas dimanche. Ouais, mais Ça marche aussi. on aime Michel Drucker. Hein. On On est français avant on tout. est français. En tout Merci cas, beaucoup, Rico. ouais, merci, Bah, avec plaisir, merci c'est cool. infiniment. Merci infiniment d'être rendu disponible, de tes réponses, de ton temps. En tout cas, c'est pour nous l'heure de rendre l'antenne. On espère que cette interview vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Hands Up, c'est hyper important. De mettre des commentaires. C'est ça, de découvrir le Hellfest. Exactement. Merci de votre fidélité. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Et peut-être aussi un commentaire positif sur à quel point Victor est beau, parce que ça gonfle notre ego et on a vraiment besoin d'un ego boost au quotidien. Et sur ces bonnes paroles, Vivement Doux-Manche vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Salut!